La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la chute du fort Saint-Elme, que les Ottomans avaient pris après de nombreuses difficultés et de nombreuses semaines de siège. Maintenant, va s'enclencher la dernière phase de ce siège, le siège des presqu'îles de Birgu et de Sanglea. Alors, commençons tout de suite. Le 5 juillet, en plus d'un très lourd bombardement, les Ottomans encerclent totalement les presqu'îles de Birgu et de Sanglea, afin de préparer une attaque de leur flotte avec les meilleurs nageurs de l'armée envoyés pour briser le barrage construit autour de la presqu'île de Sanglea. Mais cette opération qu'on pourrait qualifier d'amphibie avant l'heure est un échec et les Maltais parviennent à repousser les nageurs ottomans. Après des combats sanglants dans la baie, on dit même que la baie devint rouge de sang des Ottomans. D'autres tentatives ensuite sont tentées pour détruire le barrage, mais elles échouent toutes. Mais une bonne nouvelle arrive enfin pour les Ottomans avec ces quelques échecs. Des renforts arrivent avec l'arrivée du Beylerbey d'Alger, Hassan Pacha, qui, en arrivant, va d'ailleurs se moquer des Turcs pour leurs échecs répétés devant Saint-Elme. Et les Ottomans, assez en colère de se faire moquer par un simple berbère et qui en plus n'a pas participé à ces durs combats, lui donnent l'honneur de mener l'assaut prévu pour le 15 juillet avec ses hommes. Son armée étant constituée de 2500 à 5000 soldats donc du Beylerbey d'Alger. Également, elles sont accompagnées de 28 galères. Le 15 donc, l'attaque est menée par la terre et par la mer sur Sanglea par les forces d'Hassan Pacha. Sur la mer, les assaillants ont réussi à prendre pied sur le rivage, tandis que sur terre, la résistance est beaucoup plus rude contre la défense des chevaliers menée par le chevalier de Robles. Mais alors, une explosion énorme survient en plein milieu des combats. C'est un magasin de poudre qui a explosé à la pointe de Sanglea. Cela a créé donc une immense brèche dans les murailles, qui profite donc à l'attaque ottomane. Alors que le fort est sur le point de tomber, des renforts arrivent de la péninsule de Birgu, envoyés par le grand maître Jean de Valette. Alors, Mustapha, devant le piétinement des troupes d'Hassan, décide d'envoyer des réserves au nord de Sanglea pour ouvrir un troisième front et prendre à revers les troupes des chevaliers. 1000 janissaires tentent de débarquer, mais quasiment toutes les embarcations et tous les janissaires sont massacrés par une batterie d'artillerie hospitalière placée à cet endroit-là. Après 5 heures de combat, Hassan, au vu de ses pertes, près de 3000 sur ses 2500 à 5000 hommes, se résigne à battre en retraite. Donc, après ce nouvel échec, Mustapha décide, au lieu de ces assauts coûteux, de tout d'abord redoubler les bombardements et d'ouvrir grâce à cela le maximum de brèches dans les murs. Il compte également sur la fatigue et le manque de provisions des défenseurs, qui commencent à se faire sentir. Dans le même temps, il ordonne à Piyale Pacha, le chef de la flotte, de resserrer encore plus son blocus sur les deux presqu'îles. Au même moment, une indulgence papale est également prononcée par le pape, ce qui redonne un peu de motivation aux assiégés. En gros, le pape dit que tous ceux qui mourront pour la défense de Malte seront accueillis comme il se doit au paradis
qui seront des martyrs, héros de la foi chrétienne, etc., etc. En plus de redonner de la motivation aux soldats, ça redonne également de la motivation à la population maltaise, qui redouble de résistance face aux Ottomans. Le 2 août, après un bombardement que, selon la légende, l'on entend jusqu'en Sicile, c'est dire l'intensité, les Ottomans entament 5 assauts en 6 heures dans une brèche du fort Saint-Michel, à Sanglea, mais qui est totalement repoussée par les chevaliers. Le 7 août, on décide d'un assaut général sur Birgu cette fois, mené par Piale, et sur Sanglea, mené par Mustapha lui-même. À Birgu, l'assaut est tout juste repoussé par les hospitaliers. Mais à Sanglea, c'est beaucoup plus difficile. L'attaque a beaucoup plus de succès. Les Ottomans parviennent à investir le fort Saint-Michel et menacent le cœur de Sanglea. Après des combats intenses menés par Mustapha Pacha lui-même, au cœur de ses troupes, il ordonne subitement le repli. Car il apprend dans le même temps que le camp de Marsa, là où est placée une partie de son armée, est attaqué par des forces chrétiennes. Ayant peur de voir là une action d'une armée de renfort débarquer, il se dirige subitement vers son camp. En réalité, ce n'était que l'initiative des cavaliers de Mdina, détruisant les provisions, tuant les blessés et rasant le camp. Face à cela, Mustapha est un petit peu courroucé et également l'assaut est reporté à quelques jours après. Quoi qu'il arrive, après ces quelques jours de siège sur ces deux presqu'îles, la situation piétine. Afin d'affaiblir les murs de Birgu, Mustapha décide de commencer un travail de sape contre ces mêmes murs. On décide également de la construction d'une immense tour de siège afin d'aider pour le futur assaut. Le plan alors est assez simple, faire diversion avec une attaque sur Sanglea pour laisser passer les renforts de Birgu sur Sanglea, puis faire sauter le rempart du bastion de Castille, de Birgu, et aider de la tour attaquer les forces réduites de Birgu et la capturer. À la mi-août, on a également d'autres nouvelles qui cette fois viennent du côté des hospitaliers. Effectivement, le vice-roi de Sicile a fait parvenir une lettre à De Valette, lui disant que ses forces, 16 000 hommes environ, seront prêtes à intervenir sur l'île à la fin du mois d'août. Mais du côté des hospitaliers, on commence à se méfier maintenant des promesses du vice-roi. Car ça fait bien quelques mois qu'il promet monts et merveilles aux hospitaliers et qu'il ne voit toujours rien arriver. Alors, Jean de Valette dit à ses chevaliers qu'il ne faut compter que sur eux-mêmes. Du côté des assaillants, les nouvelles sont beaucoup plus mauvaises. Le corps d'élite de l'armée ottomane, constitué des sipahis et des janissaires, est sérieusement atteint après des semaines de siège. Et on ne compte plus que sur les troupes les moins expérimentées, qui rechignent de plus en plus à monter à l'assaut. Le 18 août, l'assaut recommence sur Sanglea, en accord avec le plan énoncé par Mustapha Pacha. Mais ayant repéré le travail de sape des Ottomans quelques jours auparavant, Jean de Valette refuse de dégarnir ses forces. Malgré tout, le plan de Mustapha est mis en branle, et la mine explose, créant une brèche où s'engouffre Piale. Démotivé, le moral des défenseurs vacille. Alors, Jean de Valette prend lui-même les armes et combat avec ses hommes pour la défense de Birgu. Après un premier repli, l'assaut reprend à la tombée de la nuit, mais on ne parvient pas à investir la totalité du bastion de Castille. Malgré tout, à la fin de la journée, les fortifications sont sérieusement endommagées et les pertes sont très lourdes pour les hospitaliers. On ne sait comment on peut encore résister. Le 19, on reprend l'assaut. Cette fois,
accompagné de la tour de siège. Car oui, pour le premier assaut, ils avaient laissé la tour de siège en arrière et s'étaient contentés de la brèche dans les murs. Alors, les hospitaliers, face à cette immense tour, tentent de la détruire en tentant une sortie. Mais cela se solde par un échec et la mort du neveu de Jean de Valette. Mais grâce au tir de 2 canons, qui tirent des boulets enchaînés qui vont percer les fondations de la tour et qui ensuite tirés la détruisent, font donc de plus en plus pencher la victoire, pour cette journée en tout cas, du côté des hospitaliers. Durant cette journée, Valette est également blessé au genou par une grenade ottomane. Le 20, les assauts continuent sur Sengléa et Birgu, mais se soldent encore une fois par des échecs. À partir de ce moment-là, on observe peu à peu l'enlisement de ce siège. Devant ces échecs répétés, du côté ottoman, on envisage de passer l'hiver sur l'île, mais l'option est catégoriquement refusée par Pigalle, la rade n'étant pas sûre pour ses précieux navires. Les échecs et la dysenterie également entament le moral des troupes. Du côté des défenseurs, après un nouvel assaut le 20 août, on envisage de se replier au fort Saint-Ange, plus en arrière sur la presqu'île de Birgu. Option également refusée par De Valette. Le fort est trop petit pour les troupes et les provisions. Et surtout, on ne veut pas abandonner la population maltaise qui s'est battue si vaillamment face aux Turcs et qui soutiennent les hospitaliers. En plus, le fort subirait alors un feu concentré de la presqu'île de Sangléa et de Birgu, de toute l'artillerie ottomane, et en quelques jours, il serait totalement détruit. Du côté des Ottomans, revenons dans le camp, un autre problème se fait sentir. La poudre se fait rare et certains canons deviennent inutilisables, tellement l'intensité des bombardements est grande. Les convois de ravitaillement venus de Tunis se font attaquer par des corsaires chrétiens. Alors, on décide de se tourner vers la capitale de l'île, Mdina, à l'intérieur des terres. Victoire somme toute facile face à une faible garnison qui redonnerait du moral et des vivres à la troupe. En plus, l'aspect prestigieux de la prise de la capitale de Malte provoquerait également un regain du moral, non seulement chez la troupe, mais également chez les officiers. Alors, une partie des forces ottomanes se dirige alors vers la place, mais le gouverneur, habile, décide de déguiser les paysans de la ville en soldats, avec les diverses armures qu'il avait à sa disposition, faisant croire que sa garnison est plus importante. Alors, on abandonne l'idée de faire le siège de Mdina, car quand les soldats ottomans arrivent, au lieu de voir une faible garnison, ils voient, selon eux, des soldats armés jusqu'aux dents et qui feront une résistance assez forte, comme à Saint-Elme. Alors qu'en fait, ce ne sont que des paysans que l'on a habillés. Mais ça, les Ottomans ne le savent pas. Alors, on remballe toute l'artillerie, tout le campement qu'on avait bien préparé, et on retourne au camp. Ensuite, d'autres petits assauts sont tentés sur Birgu et Sangléa, et la guerre de sape continue. Mais rien n'est probant. Mais là, une chose va faire totalement basculer le siège, où jusque-là, les Ottomans, comme les Hospitaliers, étaient fatigués, affaiblis. C'est l'arrivée de renforts. Non pas du côté ottoman, mais du côté des Hospitaliers. Après de gros contretemps dus à la météo sicilienne, l'armée de 8000 hommes du vice-roi de Sicile, à la base il en avait promis 16 000, mais étant donné qu'il manquait de navires,
et qui voulait quand même garder des réserves au cas où ça se passerait mal, il en a envoyé que 8000, parvient à débarquer à Malte, et d'ailleurs en saluant la garnison du fort Saint-Ange le 7 septembre. Pendant que le vice-roi repart chercher les autres troupes qui étaient restées en Sicile, les forces du vice-roi, composées d'Italiens, d'Espagnols, de soldats de la couronne de Naples notamment, s'installent. Lorsque l'on apprend ça du côté ottoman, c'est la panique. Et Mustapha décide même de lever totalement le siège. Mais après de nouveaux rapports de sa reconnaissance sur la taille réelle des forces, on décide finalement d'attaquer par surprise les chrétiens. Informé de cela, De Valette transmet directement par un messager la nouvelle aux renforts espagnols. Le commandant de la force décide alors de se reposter sur des hauteurs en attendant les Turcs. Lorsque les Turcs arrivent, les chevaliers de l'armée chargent immédiatement en l'armée ottomane qui est démoralisée, fatiguée par des mois de siège et dont énormément sont affamés et malades. Et à la première charge, toute l'armée part en déroute. C'est la débandade la plus totale. Les derniers combats se passent le soir du 8 septembre, où les cavaliers espagnols et italiens attaquent les Turcs rembarquant vers leurs bateaux. Et finalement, on arrive à sauver la majorité des hommes qui ont survécu au siège. Le siège est donc définitivement levé et l'armée repart pour Constantinople. Et là, lorsque l'on apprend la nouvelle de la défaite à la Sublime Porte, c'est la consternation la plus totale. Les meilleures troupes ont été envoyées, une partie de la meilleure artillerie de l'Empire ottoman, les meilleures forces, les meilleurs commandants. Et pourtant, cette foutue île de Malte a résisté. Soliman le Magnifique, qui n'avait jusque-là connu aucune défaite, si ce n'est le siège de Vienne en 1529, est noir de colère. Il insulte ses commandants, il insulte cette île qui ose déshonorer son armée et son règne. Il promet même à son armée et à ses conseillers que l'année prochaine, il ira lui-même faire le siège de Malte et enfin mettre à bas cette garnison et ses foutus chevaliers. Mais il faut plutôt regarder maintenant, outre la réaction de Soliman, les conséquences plus pragmatiques de cette défaite. D'une part, pour les Ottomans, outre d'être une grande défaite, ça les prive d'une base extrêmement bonne en Méditerranée, éventuellement pour la conquête de l'Italie, mais surtout pour le contrôle du centre de la Méditerranée. Pour les Hospitaliers, par contre, le prestige est immense. Ils ont résisté pendant des mois à la plus puissante armée d'Europe, aux meilleures troupes de Soliman. Et à quasiment 1 contre 3, voire plus. Des dons viennent de toute l'Europe, leur permettant de reconstruire l'île. Pour les pertes maintenant, 30 000 à 35 000 Ottomans sont morts durant ce siège. Alors vous allez me dire comment c'est possible étant donné que l'armée à la base était 30 000 hommes, mais rappelez-vous que c'était l'armée qui est partie de Constantinople et qu'entre-temps il y a eu les renforts d'Hassan Pacha et de Drahut, etc., etc. Sans compter également, en parlant de Drahut, la mort de grands chefs expérimentés qui faisaient la fierté de l'Empire, dont Drahut. Du côté des Hospitaliers, 10 000 morts hospitaliers et maltais sont à compter. Donc du 1 pour 3 au bas mot.
Une autre conséquence est assez bénéfique pour les hospitaliers. C'est que les chevaliers se sont battus durant le siège côte à côte avec leurs sujets maltais de l'île, ce qui a renforcé énormément les liens entre la population locale et l'ordre, qui était à la base assez tendu. Et Jean de Valette est d'ailleurs conscient que sans eux, il n'y aurait probablement pas eu de victoire. Également, on peut dire que c'est l'une des batailles, l'un des sièges qui va marquer la fin du grand âge d'or ottoman. Alors bien sûr, je déteste en histoire les personnes qui disent alors après cette époque ça marque une cassure, tout change. En réalité, c'est un phénomène qui est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Une transition entre l'âge d'or et un âge de stagnation dans l'Empire ottoman. Et ce siège fait partie des événements qui vont mener à la seconde période. Car aucune autre campagne ne va être lancée, à part en Hongrie, où Soliman va d'ailleurs mourir en 1566. Ses héritiers ensuite vont bien tenter de garder sous leur botte le maximum de territoire, le maximum de conquêtes qu'avait fait Soliman, et même un peu d'agrandir l'Empire. Mais ça va se solder par des échecs. Sur la mer d'ailleurs, alors que l'armée ottomane s'était déjà fait battre, notamment à Malte, cette fois c'est la flotte qui est battue en 1571 à la bataille de Lépante, par la Sainte Alliance. Donc, nombre de défaites qui entachent le prestige de l'armée et de la marine, et le prestige des Ottomans en général. Après le siège de Malte, la mort de Soliman, la bataille de Lépante, on peut définitivement dire que l'âge d'or ottoman où il roulait sur toute l'Europe, même s'il va y avoir encore bon nombre de résistances, est bel et bien fini. Eh bien, voilà ce qui conclut cet épisode sur le siège de Malte et également cette série sur l'âge d'or ottoman. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez eu votre dose d'épicness, parce que là, dans la prochaine série, on va faire un peu plus d'administratif, on va entrer plus en profondeur dans l'organisation de l'armée, de l'Empire en général, et puis surtout, ça va être un peu moins glorieux que les batailles et que les sièges que l'on avait vus auparavant. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît toujours. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.